Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank. Chapitre 7. Le disco russo-iranien. Ça craint. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Gordon Liddy, le célèbre méchant du Watergate et l'écrivain à succès. Je ne suis d'ailleurs pas certain que j'aimerais ça. Lorsqu'il m'est arrivé de tomber dessus par hasard ou d'être obligé de l'écouter dans un taxi conduit par un chauffeur acariâtre, son émission de radio m'a apparu saturée de violentes envolées du type clairement paranoïaque. C'est au milieu des années 90, durant le bref sursaut d'intérêt pour l'extrême droite qui suivit l'attentat d'Oklahoma City, que Liddy se rendit célèbre pour avoir préconisé à la radio d'assassiner les agents fédéraux, une activité qu'il avait lui-même autrefois pratiquée assidûment. Cet individu se caractérise en outre par son insupportable vanité. Dans le livre qu'il a publié en 2002, on apprend tout de ses voitures surpuissantes, de ses nombreuses médailles, de la foule de livres qu'il a lus dans son enfance, des écoles d'élite qu'il a fréquentées, des honneurs qui lui ont été faits, des armes professionnelles qu'il a eu le privilège d'utiliser, et des innombrables et fantastiques manières dont il a surpassé tous les autres, aussi bien en prison que dans la vie civile. Sur la couverture de son livre, on le voit dans une tenue de sport ornée de l'écusson des parachutistes. Afin, sans doute, que, contrairement à ces héros de guerre dont il aime tant célébrer l'humilité, toute personne qui le croise soit immédiatement mise au courant de ses exploits militaires. Je ne suis certes pas fervent admirateur de ce Gordon Liddy, et pourtant j'ai l'impression de très bien le connaître. Vous partageriez ce sentiment si vous aviez grandi dans n'importe quelle ville du Midwest pendant les années 70 ou 80. Je l'ai tout de suite reconnu lorsque j'ai lu la formule grincheuse qui sert à la fois de titre et de slogan récurrent à son livre. Quand j'étais gamin, c'était un pays libre. Le thème du livre est d'une extrême simplicité. L'âge venant, Liddy regarde autour de lui et constate que le pays n'est plus libre. Peut-être ne voyez-vous pas cette disparition de la liberté, mais Liddy, lui, en a pleinement conscience. Parce qu'il fait partie de la dernière génération à se rappeler à quoi ressemblait ce pays lorsqu'il était libre. Mais quels peuvent bien être les critères de Liddy concernant cette liberté perdue? Comment distingue-t-on un pays libre d'un pays qui ne l'est pas? C'est tout simple. Dans un pays libre comme l'étaient les États-Unis dans les années 40, à l'époque où Liddy n'était encore qu'un petit garçon et où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout le monde pouvait brûler des feuilles mortes quand il le désirait, ou couper un arbre si l'envie pressante lui en prenait, ou tirer sur des oiseaux avec un fusil qu'il pouvait en outre trimballer avec lui partout où il le souhaitait. Et il pouvait également acheter des feux d'artifice et des produits chimiques dangereux et faire tout sauter si cela lui chantait. Mais hélas, ces libertés et bien d'autres ont disparu aujourd'hui, victimes d'un gouvernement fédéral intrusif qui a fini par éradiquer le paradis enfantin du jeune Liddy. Alors, petite note de bas de page, très petite, elle fait la moitié de la page. La liste des libertés disparues établie par Liddy est un chef-d'œuvre de plaintes sans fond. Mais il n'explique jamais pourquoi les libertés spécifiques qu'il évoque font partie d'un pays, font d'un pays un pays libre, plutôt que par exemple la liberté de conduite des dragsters boostés dans les rues de la ville. En outre, ces récriminations spécifiques ne tiennent pas la route. Brûler les feuilles est en effet illégal dans bien des endroits, mais c'est le plus souvent à cause de décrets ou de lois votées par les États et très rarement le fait d'oukases fédéraux. En fait, les habitants des régions rurales et des petites villes brûlent tout le temps des feuilles. Liddy devrait peut-être déménager au Kansas. La chasse aux oiseaux est réglementée depuis bien avant sa naissance. Les corbeaux, qui ravagent les cultures et que Liddy donne en exemple d'oiseaux qu'il est interdit de chasser, ne sont pas particulièrement protégés par la législation fédérale. Pour le port d'armes, de nombreuses villes, y compris Dodge City, ont également voté des lois restreignant le port d'armes dans l'enceinte de la ville bien avant la naissance de Liddy. L'idée selon laquelle les armes à feu seraient de nos jours difficiles à acquérir est évidemment fausse. Pour les feux d'artifice, la législation varie d'un état à l'autre.
Je suis certain que les feux d'artifice sont autorisés à la vente dans l'Indiana et le Wisconsin, puisque j'ai presque perdu un doigt en manipulant il y a quelques années de cela. Si autoriser chacune de ces activités partout dans le pays sans aucune restriction est l'aune à laquelle on évalue si un pays est libre ou pas, alors il n'y a pas de pays libre sur cette planète, et il n'y en a jamais eu. Voilà pour la note de bas de page. Donc, au temps de mon enfance, ce pays était au contraire un pays réactionnaire. Je ne me souviens pas de l'âge d'or de Lydie, pas plus que je ne me souviens de la brève période où les États-Unis étaient dirigés par d'honnêtes libéraux. Si je me laissais aller à emprunter le style pleurnichard de Lydie, je crois que je pourrais affirmer que cela fait de moi un membre de la première génération à n'avoir aucun souvenir de ce que le mot libéralisme signifie vraiment. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. Bien joué. L'élection de Richard Nixon, le premier grand coup porté à la coalition libérale, eut lieu en 1968 pour mes 3 ans. Quant au livre qui prophétisait ce qui allait se passer au cours des 30 années suivantes, The Emerging Republican Majority, l'émergence de la majorité républicaine, il parut l'année de mes 4 ans. À l'école, je ne tirais pas sur les oiseaux, mais je connaissais des adultes qui regardaient le monde à la manière de Lydie. Ils voyaient le déclin et la décadence partout où se posait leur regard. À leurs yeux, tout allait pour le pire, et la moindre peccadille leur apparaissait comme le signe d'un totalitarisme rampant. Ils étaient contre la législation foncière, contre la fluorisation de l'eau, et ils estimaient que le monde courait à sa perte depuis que les États-Unis avaient abandonné l'indexation de la monnaie sur l'or en 1971. Leur colère était intarissable, intraitable et spectaculaire. Ces individus acariâtres n'étaient pas nombreux à l'époque, mais ils savaient se faire remarquer. Une banlieue située à quelques kilomètres de l'ouest de Mission Hills pouvait se vanter de plusieurs événements témoignant de l'amertume farouche de ces gens. Lorsque cette malheureuse ville décida un jour d'élargir un carrefour où se dressait le garage d'un type, celui-ci refusa catégoriquement de jouer le jeu. Finalement, la municipalité préempta le terrain et coupa littéralement le garage en deux. Après quoi, le garagiste continua d'occuper ce qui restait du bâtiment, suspendant ses outils au mur exposé en plein vent, où tout le monde pouvait admirer en passant sur la nouvelle route. Lorsque cette même ville refusa de cadastrer la propriété d'un autre type selon ses souhaits, celui-ci se vengea en édifiant sur le terrain en question la plus affreuse maison que l'on puisse imaginer. Véritable cube de contreplaqué ostensiblement abandonné aux mauvaises herbes et agrémenté d'un toit apparemment fait de plaques de bitume. Les hommes amers que je connaissais personnellement n'étaient en aucun cas des ouvriers dans la panade. Il s'agissait toujours d'individus ayant connu un certain succès, des self-made men qui avaient assez bien réussi dans les domaines de la comptabilité, du commerce ou du bâtiment. Le genre de type qui aurait dû regarder le mode de vie américain avec une certaine satisfaction et non une profonde amertume. Pourtant, les choses étaient allées si terriblement mal depuis les années 60 et au cours des années suivantes que la vie avait perdu tout son éclat à leurs yeux. Non qu'elle ne leur ait pas procuré davantage matériel. Ces gens étaient relativement aisés et prospères. Mais la culture, cet environnement quotidien dans lequel nous vivons tous, les irritait à la manière dont le pollen provoque chez certains le rhume des foins. D'ailleurs, leurs journaux favoris, leurs acteurs préférés, et les hommes politiques ne leur permettaient pas de l'oublier, faisant défiler sous leurs yeux une liste toujours plus étendue de griefs, la grossièreté des enfants, les crimes dans la rue, les féministes enragés, les bureaucraties incontrôlables, les militants des droits civiques, l'obscénité de l'art, les resquilleurs du système social, les professeurs fous et la provocation de feuilletons télé. Tout cela les plongeait chaque fois un peu plus profondément dans des marais d'amertume. Pour les politiciens qui les excitaient ainsi, cette colère était toujours profitable. Et les années passant, ils ont transformé le trésor sans fond des motifs de plainte d'une petite poignée de self-made men amers en coalition électorale imbattable. Ils sont allés de triomphe en triomphe, mais rien n'a su calmer l'amertume de ces acariâtres.
Reagan pouvait bien débiter des discours vertueux. Bush père se drapait avec fierté dans le drapeau américain et Gingrich raillait les McGovernick élitistes. Les guerres culturelles dans lesquelles il s'était engagé étaient toujours perdues d'avance, et l'âge d'or du consensus et de la décence qu'ils pensaient avoir connu dans leur jeunesse semblait s'éloigner toujours davantage. L'Amérique est de retour, elle se tient à droite, annonçaient les spots électoraux de Reagan en 1984. Mais pour le vrai Reaganien, ce retour n'a jamais lieu. Le pays était toujours trahi. À chaque fois, ces roublards de 68 arts se glissaient à la porte de derrière et flanquaient tout par terre. Peu importe la prospérité de nos self-made men, amers, ou les innombrables victoires de leurs candidats. Pour finir, ils se trouvaient toujours du côté des perdants. Leur mode de vie subissait un siège permanent. Les self-made men, amers, se considéraient comme les reliques d'un monde désormais disparu. Comme Lydie, ils pensaient être les derniers à se rappeler à quoi ressemblait l'Amérique avant que tout ne se délite. Ils formaient une espèce en voie de disparition, inexorablement condamnée par le seul passage du temps. L'Amérique était sur le déclin, eux-mêmes prenaient de l'âge, et bientôt, pensaient-ils, ils ne trouveraient plus personne dans leur entourage pour se souvenir du fier pays de leur enfance. Pourtant, en réalité, ils constituaient une sorte d'avant-garde qui s'étendait partout à travers le pays. Aujourd'hui, les self-made men amers et leur alter ego amer, certes, mais un peu moins aisés que les premiers, sont partout. Ils possèdent leur propre réseau d'information câblé et leur propre présentateur télé. Leurs opinions sont relayées et confirmées par à peu près toutes les stations de radio de la bande RTN. Ils ont leur propre messagerie internet sur lesquelles des centaines de milliers d'entre eux dressent la liste sans fin de leurs griefs concernant tel ou tel scandale, du national au plus local. Et bien qu'ils aiment à se considérer personnellement comme des individualistes acharnés, ou mieux encore comme les derniers individualistes acharnés, ce qu'ils représentent réellement, c'est un type de personnalité généré par notre société de manière si prévisible et en si grand nombre qu'il en construit presque une cible commerciale génératrice de profit. Un dernier point sur le type réactionnaire. Tous les self-made men amers de mon enfance étaient adeptes de la pensée positive. Si vous avez tout simplement de bonnes dispositions et que vous vous y accrochez jusqu'au bout, vous étiez sûr de réussir. Cette contradiction entre un positivisme affiché et leur négativité réelle vis-à-vis d'à peu près tous les aspects du monde ne leur a jamais sauté aux yeux. Bien au contraire, ils oscillaient continuellement de l'un à l'autre, comme si les deux se complétaient tout naturellement. Il me conseillait de garder une vision positive des choses, même si je pestais contre les autocollants écologistes des voitures des autres, ou si je raillais les ultimes projets d'amélioration des écoles de Kansas City. L'incapacité planétaire à remplir les promesses intenables du credo positiviste ne les convainquait pas du tout. Ne les convainquait pas du caractère irréaliste de ce même credo, mais les incitait au contraire à penser que le monde était dans un triste état et qu'ils avaient perdu le véritable chemin de la sagesse. Pas de page. Donald Mayer s'étend longuement sur l'appréhension de la pensée positive par le monde spécifique des affaires et prétend que l'économie de total laisser-faire est la loi de la nature. Quant à la politique, Mayer souligne que Norman Vincent Peale, le plus éminent prêcheur de ce mouvement qui baignait dans le républicanisme de droite, était membre de la John Birch Society. Il est possible que l'adhésion générale des self-made men amers de ma jeunesse à la pensée positive n'ait été qu'une coïncidence géographique puisque Kansas City est la demeure de l'une des institutions de l'univers de la pensée positive, l'Église unitarienne. Pourtant, je suis enclin à penser que ce n'est pas le cas. La pensée positive constitue de nos jours un aspect clairement général et du protestantisme libéral. Et on en trouve des traces dans les discours de Ronald Reagan ainsi que dans les émissions d'Oprah Winfrey. Tout se passait comme si les leçons de fair play de Jack Armstrong, Frank Merriwell
et autres héros de leurs enfances avaient naturellement gelé pour donner l'amertume généralisée de leurs héros d'aujourd'hui. Charles Bronson, Dirty Harry, Gordon Liddy et le rebelle fiscal Howard Jarvis. Note de bas de page. Série d'aventures radio très populaire de 33 à 51, Jack Armstrong, The All American Boy, narrait les aventures d'un athlète exemplaire de la Hudson High School. Personnage de fiction créé à la fin du 19e siècle et héros de la bande dessinée des années 30, Frank Merriwell excellait dans tous les sports à Yale. La fin de carrière de l'acteur de western et de films de guerre Charles Bronson est marquée par une série de films où il campe le personnage d'un père de famille que l'incurie de la police force à se faire justice lui-même, et qui se prend au rôle. Dirty Harry est le surnom de l'inspecteur de police Harry Callahan, fameux pour ses méthodes brutales et volontiers illégales, mais si efficaces. Il a été interprété par Clint Eastwood dans une série de films à succès. Élu républicain, fondateur de la Howard Jarvis Taxpayers Association, Howard Jarvis, de 1903 à 1986, fut l'instigateur de la Proposition 13, adoptée en 1978 par 65% des électeurs californiens, qui préconisait de limiter le taux de l'impôt foncier à 1% de la valeur des propriétés. Sa lutte contre la fiscalité eut par la suite une influence considérable sur les milieux politiques démocrates comme républicains. Et donc là, on arrive sur un aparté. Je crois que c'est des espèces d'apartés quand dans le livre il y a 3 petites étoiles qui marquent une séparation. Donc, ce lien entre la culture réactionnaire et la culture idéalisée de l'enfance me semble évident et naturel. En effet, pour moi, la réaction était la culture idéalisée de mon enfance. Aujourd'hui, elle m'apparaît parfois comme une maladie de vieillard, une frustration de la vie adulte confirmée par la conscience que nos meilleures années sont derrière nous. Simple projection des inévitables déceptions que nous réserve la culture politique. Ah, attendez, pendant que j'y pense. Tant que c'est encore dans le thème, et avant d'oublier. Hop! Hop. Je vais donc, c'était sur le sujet de Dirty Harry. Cinéma et Politique a fait une très très bonne vidéo sur l'inspecteur Harry. Je vais vous trouver ça. Je vais vous mettre le lien. Si vous ne connaissez pas Cinéma et Politique, c'est une super chaîne que je vous invite à voir tout de suite. Courez. Hop. Hop. Voilà. Je vous mets le lien. Ah, j'avais pas fait la transition sur la lecture d'ailleurs. Donc voilà, cinéma et politique, elle parle de cinéma et de politique, incroyable. Et c'est très 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 bien. Voilà. Et donc voilà, pour comprendre à quel point Dirty Harry, donc l'inspecteur Harry, c'est vraiment un fondement de la pensée réactionnaire, c'est un peu la quintessence du réac. Vous pouvez aller voir ça. Très instructif. Donc hop hop hop, j'en étais où moi? Donc on a été sur la conscience de nos meilleures années sont derrière nous, simple projection des inévitables déceptions que nous réserve la culture politique. Donc voilà. Pourtant, la réaction était, pour moi, une manière d'exprimer mon anomie adolescente. Comme tous les écoliers de la classe moyenne, j'étais impatient et idéaliste, mais les objets de mon idéalisme dataient de l'époque pré-68arde. Je croyais fermement au déclin de la nation, à la persécution des plus vertueux, et à l'inéluctable échec, comme d'autres croyaient, dans le progrès ou la providence. Les bons étaient perpétuellement agressés par les méchants, le travail des plus méritants n'était jamais récompensé, et les travailleurs étaient volés par les fainéants.
Peut-être avez-vous, de votre côté, vécu dans les années 70, dans des années 70 excitantes, avec Deep Purple et toute l'herbe que vous pouviez fumer. Mais pour moi, il s'agissait d'une époque de honte nationale et d'honneur trahi. Une décennie décadente, l'ombre évanouie de la Seconde Guerre mondiale, quand j'étais d'accord avec Lydie en cela. C'était vraiment chouette d'être un gosse. J'écoutais avidement tous ces self-made men amers. Je suis passé à côté des X-Men. En revanche, je dévorais les livres les plus bellicistes de la célèbre collection Landmark de Random House, comme The Flying Tigers, les Tigres volants, ou The Story of the Naval Academy, l'histoire de l'Académie navale. Des livres dont le militarisme revendiqué était à peine plus réaliste que la juvénilité guerrière de classiques tels que The Boy Allies on the Somme, Nos gars sur la Somme. Je sifflotais des airs militaires en marchant dans la rue, j'écrivais des odes au drapeau et je rendais de fréquentes et respectueuses visites à un jardin public d'Olas, où les carcasses d'avions militaires étaient présentées comme des sculptures. Je connaissais par cœur le nom de tous les navires coulés à Pearl Harbor, et je pouvais identifier rien qu'à leur forme les avions qui survolaient la Bretagne ou Guadalcanal au début des années 40. Je m'absorbais dans des livres sur les avions de chasse, les gratte-ciel et les milliardaires des années 20. Je m'émerveillais devant la compétition romantique à laquelle se livraient Harvard et Yale au début du XXe siècle. J'étais ébloui par les formidables demeures de la bourgeoisie de Kansas City, solidement bâties avant-guerre, qui surpassaient à l'évidence les édifices érigés durant les misérables années 70. Par ailleurs, je ne supportais pas cette décennie de foutaises télévisées à la Happy Days, dans lesquelles circulait ce discours crétin sur la lutte entre les figures autoritaires et les individualistes subversifs dans le genre John Travolta ou Burt Reynolds. Je croyais fermement que notre culture ne pouvait que s'enfoncer toujours un peu plus dans la vulgarité. J'estimais que nous souffrions de maux spirituels plus ou moins vagues, comme par exemple du manque de héros, et je n'ai pas été surpris lorsque l'Amérique fut humiliée par l'Iran. Et évidemment, la tentative de sauvegarde des otages ne pouvait que finir sur un échec. L'Amérique ne pouvait plus désormais réussir quoi que ce soit. À 15 ans, je vénérais l'idéal scout datant de 50 années auparavant. Et si je fus totalement à côté de la plaque vis-à-vis de mes pairs, je constituais, en revanche, une cible parfaite pour les discours de Ronald Reagan. Certes, selon moi, les adultes devaient être plus à même d'en juger, mais Reagan m'apparaissait comme une évidence. Pour lui, les événements s'arrangeaient tout naturellement selon sa propre mythologie héroïque de toute l'histoire américaine. Ni les faits, ni l'histoire ne pouvaient le départir de ses idées fixes concernant l'individualisme acharné et la vénalité intrinsèque de l'État fédéral. En 1987, Gary Wills écrivait « De la même manière que Reagan semble incapable de trouver quoi que ce soit de bon dans l'État fédéral, il est absolument aveugle à la possibilité que les hommes d'affaires puissent être mal intentionnés quand ils proposent leur service au gouvernement. » Une conviction que Reagan conserva, alors même que ses conseillers issus du monde des affaires tombaient les uns après les autres pour conflit d'intérêts. J'étais comme lui. Ce qui importait avant tout, c'était les idéaux. La réalité quotidienne était trop vile pour compter réellement. Pour d'autres gosses du Kansas, cette quête d'adolescence de certitude se manifestait par de brefs éclats périodiques de piété. L'un de mes amis, qui était parti pour un camp d'été scout caractérisé par une vulgarité quasi pornographique, en était revenu 2 semaines plus tard, confit en religion. Il me demanda avec angoisse si j'admettais que le Christ était bel et bien mon sauveur. J'ai même connu un type qui a tenté de concilier sa sainte spiritualité avec les vices inhérents au lycée. Un jour, je lui demandai ce qu'il comptait faire pendant les vacances. Il me répondit « boire de la bière et penser au Christ ». Pour moi, la quête, imbibée ou pas, était avant tout politique. Comme les adeptes de Jésus, je m'accrochais au roc de la certitude, et comme eux, je m'y accrochais sans demander le secours de l'histoire, de la sociologie, de la théorie ou de la philosophie. Pourtant, je tenais dans la main ce que je pensais être le manuel suprême,
la Constitution américaine, que j'estimais si pleine de sagesse que toutes les réflexions philosophiques pouvaient en sortir comme de la lampe d'Ali Baba. On peut encore aujourd'hui entendre ici ou là parler de groupes de gens ou de mouvements qui pensent effectivement que la Constitution a été rédigée par le Tout-Puissant lui-même. Et je les comprends fort bien. Adolescent, je trouvais que le lien entre la Bible et la Constitution était évident. Il s'agissait de 2 manuels sur la condition humaine. C'était tout ce que vous aviez besoin de connaître. Les textes originels, dont tout le reste découlait. Même si je savais pertinemment que la Constitution avait été rédigée par des hommes. Je croyais également que ce document était absolument intouchable, et qu'il se situait bien au-dessus du mépris caractéristique de la décennie. Comme un jeune émule de la Birch Society, je transportais partout avec moi un exemplaire de la Constitution. Et je me souviens d'avoir été réellement angoissé durant une semaine ou plus à la simple idée que lorsque dans des millions d'années la Terre serait consumée par le Soleil, l'original de ce texte secret serait détruit. Même si la Constitution était gravée dans la pierre, il me semblait que les problèmes des années 70, par quoi j'entends notre trop fameux malaise culturel aussi bien que les impôts et les réglementations dont se plaignaient sans arrêt les hommes amers, n'étaient qu'un mirage et une erreur humaine sans intérêt. Je pensais que la politique nationale était devenue aussi peu authentique que notre culture avec tout son plastique, son sucre raffiné et ses édifices bâclés des banlieues. Le pays s'était écarté du chemin clairement tracé par Dieu et par la nature, entité plus connue sous le nom de capitalisme de libre marché. Nous nous étions élevés au-dessus de notre condition, nous étions orgueilleux, nous nous prenions pour Dieu lui-même. Cette conviction politique générale s'expliquait par mon sentiment que nous vivions dans les années 70, une sorte d'équivalent politique de la fin des temps. Il suffit de se souvenir un instant de cette impression distincte de la crise finale d'effondrement dans la culture de l'époque, la prise d'otage qui s'éternisait à un président désarmé au pessimisme sombre, la crise du pétrole, les villes en ruine et, bien entendu, l'imagerie délibérément apocalyptique des punks que nous ne connaissions à Kansas City que par le biais des organes d'information alarmistes. En 1979, les self-made men amers stockaient leur or et lisaient How to Prosper During the Coming Bad Years. Comment prospérer dans les difficiles années à venir. Un manuel d'économie domestique à succès d'un pessimiste aussi noir que les best-sellers des années 90 furent d'un optimisme béat. Pour un enfant qui a été élevé dans les récits des actes héroïques des GI, il est évident que notre civilisation était sur le déclin, que nous étions par trop écartés de l'ordre naturel des choses. Comme tout le monde pouvait le constater au travers de films, l'Amérique était pourrie jusqu'à la moelle par les sycophantes, la drogue, la nourriture industrielle et les parasites de la société. La tyrannie de la mode contraignant, la population entière des adolescents des grandes villes à s'habiller comme des agités, à la sexualité trouble et à arranger soigneusement leur coiffure emplumée qui faisait passer 90% d'entre nous pour des fous. À l'évidence, nous approchions de la fin. C'est dans un tel climat que je me lançais dans ma première expérience littéraire. C'était en 1980, ma première année au lycée de Shawnee Mission East, et ma première participation à un débat. J'écrivis ce que l'on appelle dans les cercles de discussion un dissad. Cet exercice rhétorique si général qu'avec un peu d'imagination vous pouviez vous en servir contre n'importe quel argument qu'on vous aurait chargé de réfuter. Par un beau jour de fin d'été, je m'installais donc dans le paisible jardin de la maison de Mission Hills, que l'on appelait pas encore la ruine, pour rassembler les citations extraites du Reader's Digest et de Vital Speeches of the Day, afin de composer une dénonciation enflammée de la frénésie de réglementation rampante du gouvernement. Dans la chaleur des séances de débat, je me proposais de lire ce mini-discours pour démontrer que, quels que soient les arguments de nos opposants, leur projet politique ne pouvait au final que mener à la suppression de la liberté elle-même. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose à l'écriture des dissads. Plus tard, dans ma carrière de débatteur, j'ai appris que tout argument, un tant soit peu efficace, doit invariablement se finir en accusant les propositions de l'adversaire de mener à la guerre nucléaire.
J'avais également bourré mon discours sur la réglementation gouvernementale de nombreuses figures de rhétorique à la Buckley, alors que la seule chose qui intéresse les gens dans ce genre d'exercice, c'est le nombre de citations que vous y mettez, et pas l'élégance avec laquelle vous vous inspirez des événements de 1776. Quoi qu'il en soit, j'ai récité cette première tentative littéraire avec la foi d'un vrai croyant, m'imaginant suivre la route ouverte par mon héros de l'époque, ce Ronald Reagan, qui avait passé des années à débiter le seul et unique discours antigouvernemental. À débiter un seul et unique discours antigouvernemental. Même si les débatteurs devaient nécessairement envisager les deux faces de tous les sujets proposés, je m'imaginais dans la peau d'un guerrier idéologique. Mon partenaire de débat et moi-même nous placions face au miroir géant du salon, serrant et resserrant nos cravates, pour ressembler autant que possible à Herbert Hoover, sur une photo que nous aimions particulièrement, avant de nous rendre dans l'Oldsmobile familial en déclamant du Led Zeppelin pour détruire l'univers libéral. Voici à présent la partie la plus étrange de l'histoire de ce conservatisme adolescent. Si vous m'aviez demandé à moi ou à n'importe lequel de ces self-made men amers à quel genre de mouvement politique nous appartenions, nous vous aurions répondu sans hésiter que c'était un mouvement de citoyens américains moyens, ou même un mouvement ouvrier. Non pas qu'à cette époque j'ai su quoi que ce soit de la classe ouvrière en soi. Au lycée, je fréquentais à Mission East, une institution bien dotée et fameuse dans la région pour produire un grand nombre d'excellents élèves. S'interroger sur le mouvement ouvrier n'était pas à l'ordre du jour. Les self-made men amers détestaient les syndicats qu'ils considéraient comme les organisations criminelles, et cela me suffisait. Comme tout ce que je croyais à cette époque, le fantasme d'appartenir à la classe ouvrière était purement théorique. J'y étais arrivé par déduction. Les entrepreneurs constituent la classe laborieuse, pensais-je, parce qu'ils travaillent pour gagner leur vie. C'étaient eux les producteurs, ils payaient leurs impôts, construisaient les bâtiments et achetaient les voitures. Les entrepreneurs étaient des gens ordinaires et authentiques par définition, puisque tous les adultes que je connaissais en étaient eux-mêmes. En revanche, l'État vivait de l'argent des impôts. Il ne produisait rien et intervenait dans les affaires des vrais gens pour distribuer un argent si durement gagné à une foule de parasites. Le conflit se situait donc bien là. Les travailleurs contre l'État, les producteurs contre les parasites, la nature contre l'artifice, l'humilité contre l'orgueil. Le comportement même des self-made men amers ne faisait que confirmer ma vision adolescente de l'ordre social. Conduire une BMW sans porter de casque, se foutre de la police, boire du whisky à toute heure du jour, porter une arme à la ceinture, si ce n'était pas cela la classe laborieuse, alors qu'est-ce que c'était ? Je ne connaissais aucun véritable ouvrier qui fût en accord avec ma vision du monde. Mais à l'instar des experts d'aujourd'hui analysant la grandeur des États rouges, je pouvais moi aussi déduire leur existence. Par exemple, dans un quartier pauvre de Kansas City, au Kansas, il y avait un viaduc sur lequel quelqu'un avait peint la formule « Le disco russo-iranien, ça craint ». Passant un jour en dessous sur le chemin d'une joute oratoire, je m'émerveillais de l'éloquence concise de ce morceau de sagesse prolétaire. La logique était infaillible. À l'instar du disco, qui craint indubitablement, le communisme craignait, et l'Iran aussi. Plus excitant encore était le corollaire implicite de cet argument. Si Van Allen était super, alors Reagan était super. De la même manière, je pensais à l'ouest du Kansas, une région que je me connaissais alors qu'en paysage aperçu depuis une voiture qui roule à 100 km/h, comme la terre sacrée de l'authenticité et du naturel de la classe laborieuse. Mon imagination le peuplait de toutes sortes de fermiers jeffersoniens, austères et justes, et j'écrivais des dissertations dans lesquelles les fermiers autosuffisants des hautes plaines formaient le dernier rempart contre la culture plaintive et assistée des grandes villes. Je me faisais une image mentale de villes où je n'étais jamais allé. J'imaginais les endroits comme Great Bend, plein de boutiques proprettes, tranquilles et prospères, de personnages rustiques à la Hemingway, subissant stoïquement leur part de fardeau sur les rives de la romantique Arkansas.
de manière à ce que tous les parasites citadins puissent jouir sans souci de la vie. Un jour au lycée, un de mes partenaires de débat issu d'un quartier moins aisé du Johnson County me confia qu'il envisageait d'être démocrate. Tous les débatteurs se rêvaient en futurs politiciens, depuis le Parti démocrate, qui était le parti puisque le Parti démocrate était parti de la classe laborieuse, et qu'il y aurait toujours plus de travailleurs que de riches. Après toutes ces années, je me souviens encore de ce moment, avec la netteté parfaite que le cerveau réservait aux grands chocs de l'existence. Pearl Harbor, le 11 septembre, etc. L'idée me frappa de stupeur. Un conflit de classe entre les travailleurs et les entrepreneurs, était-ce possible? Cela ne m'avait tout bonnement jamais traversé l'esprit auparavant. Donc c'est la fin de l'aparté. Bien des années après, qu'il se fut fait un nom en combattant le populisme et en écrivant des éditoriaux pro-business dans les journaux locaux du Kansas, William Allen White considérait le jeune conservateur qu'il avait été comme un jeune fou. Un jeune qui n'avait jamais soupçonné que ses opinions politiques étaient davantage induites par sa position sociale élevée que par le raisonnement de l'expérience. Par le raisonnement et l'expérience. Dans l'explosion sociale des années 1890, il assénait au lecteur des leçons empruntées au manuel universitaire d'économie. Dans son autobiographie, il écrivait « Étant ce que j'étais un enfant de la classe dirigeante, j'étais aveuglé par mes privilèges. » Un aspect encore plus éclatant de cet aveuglement est la manière dont White occupait ses moments de loisir à l'époque. Lorsqu'il n'écrivait pas ses éditoriaux destinés soit à vanter les mérites des hommes d'affaires du Kansas, soit à faire élire les candidats républicains, il composait des poèmes dialectaux. Je tentais d'écrire l'âme d'une paysannerie vigoureuse, même si je ne la reconnaissais pas comme telle. Mes poèmes dialectaux étaient censés refléter le parler typique des classes moyennes laborieuses du Midwest, que j'imaginais constituées par des fermiers prospères et satisfaits de la Nouvelle-Angleterre, près de l'Ohio. Dans mes vers, pas l'ombre de ce profond ressentiment qui nichait pourtant dans le cœur de ces hommes, et qui manifestait dans leurs choix électoraux à l'époque. À lire ces vers, on aurait pensé que les habitants du Kansas étaient universellement prospères, satisfaits, sensibles, propres et fondamentalement heureux. En tant que poète, j'étais aussi sourd aux griefs d'un peuple révolté que j'étais aveugle en politique. Laquais de la classe dirigeante de l'État de Kansas, le jeune Will White écrivait de fumeux poèmes bucoliques qui vantaient l'authenticité culturelle d'une paysannerie imaginaire au moment même où les fermiers bien réels du Kansas se soulevaient autour de lui, et alors même que White lui-même s'en prenait à ses habitants du Kansas, qui n'acceptaient pas les règles économiques qu'il venait juste d'apprendre à l'université. Mes propres rêves éveillés concernant les vigoureux fermiers ne m'ont jamais incité à écrire des sonnets. Dieu merci. Quoi qu'il en soit, c'était comme si je suivais à la lettre le scénario écrit par White. Les théories de l'univers que je développais si soigneusement au cours des années 70-80 n'étaient finalement que des absurdités émanant directement de ma position personnelle dans le monde. Tel j'étais un enfant de Mission Hills, élevé dans l'un des paradis du capitalisme américain, à un endroit qui ressemblait plus au jardin de Versailles qu'aux banlieues de l'après-guerre. Tout ce que j'étais parvenu à faire, c'était élaborer une justification romantique au système social qui avait rendu un endroit comme Mission Hills impossible. Comme Mission Hills possible, pardon. J'avais laborieusement inventé la pensée du laisser-faire, décrypté méticuleusement cette pensée en me fondant sur le monde qui m'environnait, recréer les principes de base de la société capitaliste par une observation pointilleuse des institutions capitalistes elles-mêmes. Et durant tout ce processus, j'avais imaginé que j'étais réellement en train de découvrir les lois éternelles de la nature et de la société humaine. Une humble classe moyenne au cœur pur, exempte de toute rancœur de classe,
et accordant son imprimature plébéienne à l'ordre social en place. N'était-ce pas là l'éternel rêve des classes dirigeantes? De Marie-Antoinette aux panégyristes contemporains des États rouges, les conservateurs aiment en théorie le populisme et rêvent toujours à des travailleurs super authentiques qui admettaient le caractère naturel de leurs privilèges. Notre univers intellectuel est aujourd'hui peuplé de Will White non repentis, de Fox News au Hoover Institute et à tous les journaux du pays. Ces individus chantent les louanges des vertus du travailleur des États rouges alors même qu'ils ruinent son avenir économique en vantant la délocalisation, les nouvelles réglementations sur les heures supplémentaires, les garanties sociales minables et les nouvelles techniques répressives de gestion humaine. William Allen White finit par rejoindre la grande vague de l'histoire que le populisme avait anticipée et, faisant volte-face, devint un éminent progressiste ainsi que l'un des plus fameux journalistes américains du XXe siècle. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui passent de droite à gauche. Les forces sociales éruptives qui avaient tant bouleversé le monde de White ont disparu. Et pour un journaliste ou tout autre proto-expert, choisir la gauche pour des questions de conscience reviendrait à s'exclure lui-même de la course. Ouais, c'était panégyriste le mot. C'est un mot emprunté au latin panégrista, lui-même du grec ancien, panégyriste, celui qui se rend à une fête solennelle. Il n'y a pas de J. Je peux pas prononcer le J, il n'y a pas de J. Le G, panégyriste, c'est ça? J'ai perdu ma ligne. Donc, William Allen White finit par rejoindre la grande vague de l'histoire que le populisme avait anticipée, et faisant volte-face devint éminent progressiste, ainsi que l'un des plus fameux journalistes américains du XXe siècle. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui passent de droite à gauche, les forces sociales éruptives qui avaient tant bouleversé le monde de White ont disparu. Et pour un journaliste ou tout autre proto-expert, choisir la gauche pour des questions de conscience reviendrait à s'exclure lui-même de la course. Je l'avais déjà lu. Alors, dans la phrase de l'auteur, je vais la reprendre. C'était où, du coup? Bah, je retrouve plus. Je retrouve plus la phrase. Oui, de Marie-Antoinette aux panégyristes contemporains, les États rouges des conservateurs aiment en théorie le populisme et rêvent toujours à des travailleurs super authentiques qui admettaient le caractère naturel de leurs privilèges. Notre univers intellectuel est aujourd'hui peuplé de Will White non repentis. De Fox News au Hoover Institute et à tous les journaux du pays, ces individus chantent les louanges des vertus du travailleur des États rouges, alors même qu'ils ruinent son avenir économique en vantant la délocalisation, des nouvelles réglementations sur les heures supplémentaires, les garanties sociales minables ou les nouvelles techniques répressives de gestion humaine. Donc voilà, en fait, il compare en fait la classe dirigeante
de tout temps, en gros. De tout temps, la classe dirigeante. Et en gros, lui, il parle des panégyristes de son époque, parce qu'en fait, c'est des gens de droite qui font l'éloge du capitalisme et de la réaction, en fait. Sans réfléchir plus que ça. Ils font juste l'éloge de la réaction. Donc, en outre, a-t-on vraiment besoin de le faire? De nos jours, les fantaisies pastorales de Will White sont devenues la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à écrire des éditoriaux conservateurs le jour et des odes à l'authenticité pseudo-prolétarienne la nuit. Parce que, de nos jours, les incarnations prolétariennes de l'authenticité sont de fait les alliés du bulldozer conservateur. Personne n'y voit la moindre contradiction. Il est peu probable que les fermiers radicaux ou les enfants endurcis de la classe ouvrière viennent briser l'illusion en proférant des propos grossiers. La robuste classe moyenne accorde concrètement sa bénédiction à l'ordre social existant. Et c'est toute la classe intellectuelle qui écrit des poèmes pastoraux. Alors, le rapprochement avec Marie-Antoinette, bah, c'est parce que voilà, c'est les dirigeants. Et c'est pour dire que ça remonte en gros. Je pense que voilà, c'est juste pour ça. Pour dire que ça remonte, que les dirigeants, euh, ils flattent le peuple tout en essayant, enfin, même pas encore en essayant, tout en le baisant. Salement. Donc voilà. Là, c'est ce qu'ils disent. Dans les années fin 1800, début 1900, en fait, c'était pas possible de faire l'éloge de la classe populaire tout en étant dirigeant dans la classe dirigeante et en voulant appliquer des mesures contre la classe populaire. Alors que maintenant, ça passe. Donc, un nouvel aparté qui va conclure le chapitre. Il n'est pas dans mon intention de minimiser tout le conservatisme de mon adolescence en la qualifiant de lubie juvénile, ni d'écarter ses opinions comme si elles étaient, à l'évidence, absurdes et déterminées par ma place privilégiée dans le monde. Au contraire, il s'agissait d'opinions fortes et d'une manière irrépressible de considérer le monde. Elles ont des millions de sympathisants issus de différents parcours de vie. Prenons par exemple le père de l'un de mes amis. Il n'était pas aussi riche que le reste des phénomènes amers de mon enfance, mais, de la révolte contre les impôts à l'indexation de la monnaie sur l'or, il partageait néanmoins leur position. Enfin, il croyait en l'ordre social capitaliste sans se soucier de ce que le capitalisme lui infligeait. Bien sûr, c'était un positiviste, et de par sa capacité à ignorer la cruauté du monde et à se focaliser presque exclusivement sur la nécessité de se changer lui-même, il incarnait ce que l'historien Donald Mayer a appelé le côté anesthésiant social de la pensée positive. Sa famille avait traversé la Grande Dépression à Kansas City, dans le Missouri, en luttant contre un genre de pauvreté que les membres de la classe moyenne contemporaine ne peuvent même pas imaginer. Cela nécessitait de la ténacité et un certain héroïsme, sans nul doute. Mais les années 30 ne sont pas une époque que beaucoup de gens regardent avec les lunettes de Horatio Alger. Note sur Horatio Alger. Développant le thème de la réussite sociale, From Rags to Riches, des Orpios à la fortune, dans de nombreux livres très populaires, Horatio Alger, de 1832 à 1998, est présenté aujourd'hui comme ayant révélé le rêve américain. C'est donc lui qui a lancé l'horreur. Sauf Alger lui-même, évidemment. Ah oui, donc je reprends. Cela nécessite de la ténacité et un certain héroïsme sans nul doute, mais les années 30 ne sont pas une époque que beaucoup de gens regardent avec les lunettes de Horatio Alger. Sauf Alger lui-même, évidemment. Dans une ville qui votait régulièrement à 75% pour des candidats démocrates, sa famille restait obstinément républicaine et ses membres votaient comme les gens qu'ils souhaitaient devenir plus tôt que ceux qu'ils étaient.
votaient comme les gens qu'ils souhaitaient devenir plutôt que les gens qu'ils étaient. Ils avaient les badges de campagne électorale pour prouver le London au centre d'un tournesol du Kansas, illustrant parfaitement la capacité des idéalistes à dissimuler les difficultés économiques, même dans les époques les plus cruelles. En réponse à une réflexion teintée de gauchisme qui venait de lui être lancée, il déclara même que les capitaines de l'industrie américaine étaient de gentilshommes chrétiens, formule typique de la pensée positive, qui ne pouvait jamais commettre ce genre de turpitude qui venait d'être évoquée. Note sur la pensée positive. La pensée positive présente d'importantes similitudes avec les écrits sur le management et la motivation. En 1957, James Fifield Jr., le dirigeant adepte de la pensée positive d'une église de Californie, écrivait « Avez-vous remarqué comment les hauts dirigeants d'entreprise sont toujours aimables ? N'avez-vous jamais pensé que cette aimabilité provenait d'un profond sentiment d'amour chrétien à l'égard de leur prochain ? Et qu'au même moment, ce profond amour du prochain était la meilleure arme politique pour atteindre les sommets ? » La Unity School de Kansas City publiait autrefois un magazine intitulé The Christian Businessman. Donc, dans ses années d'études à l'université du Kansas, le père de mon ami n'avait jamais été membre de quelconque fraternité. À cette époque, les fraternités y détenaient un immense pouvoir social. Un de mes amis se plaisait à les qualifier de cartels sexuels. Et elles jouaient parfaitement leur rôle. Leurs membres étaient non seulement choisis dans la strate supérieure de l'élite de l'État, on connaît en la rengaine les gosses de riches, les sportifs et les fils de politiciens, le type avec de beaux yeux clairs et la mâchoire carrée. Mais les étudiants de la classe moyenne n'avaient aucune chance d'y être acceptés. De fait, les postulants étaient choisis dès le lycée. Une fois l'année universitaire commencée, les fraternités ne se souciaient même pas d'essayer de contacter d'autres personnes. Selon les visions du monde propagées par ces fraternités, un gosse emprunté et religieux des rues de Kansas City, comme l'était le père de mon ami, n'était rien de plus qu'un fâcheux, un de ces obstacles vivants qui encombraient le trottoir, mais qui, en dehors de cela, n'avaient aucune place dans leur aventure prometteuse de conquête et de relations sociales. Il n'avait pour lui que du mépris. Mais le père de mon ami croyait pourtant en eux. À ses yeux, il représentait le pinacle aveuglant des promesses de la jeunesse, et il nous incitait, mon ami et moi, à nous conduire comme les gars de la fraternité, même s'il était parfaitement impossible de rejoindre leur rang. Ce n'était pas une vision très particulière du monde. Non, ce qui était un peu particulier, c'est moi. Lorsque j'ai finalement rejoint l'université, ma réaction fut l'exact opposé. C'est là que j'ai, pour finir, appris l'existence des classes sociales. Avoir grandi dans des réserves paradisiaques que l'élite locale avait fabriquées pour elle-même m'avait empêché de voir le système qui faisait d'elle justement une élite. Je pensais honnêtement que Mission Hills et ses palais étaient normaux, et que c'étaient les autres lieux qui constituaient une anomalie. Je jouais avec les gosses des millionnaires, et je m'étais convaincu que l'Amérique était une société sans classe, où tout ce qui comptait était le talent et la volonté de travailler. L'été qui suivit la fin du collège, je ne me vis pas proposer, comme aux autres types que je connaissais, un petit boulot facile dans un cabinet d'avocat du centre-ville ou dans une banque locale prestigieuse. Le monde ne semblait guère intéressé par mes talents ni par ma croyance idéaliste en la justice du capitalisme. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi à mi-temps dans différents bureaux des environs de Kansas City, bien souvent chargés de tâches qui semblaient destinées à me faire comprendre le lot d'ennui et de frustration partagé par la plupart des gens. Dans l'une des entreprises où j'ai travaillé, la seule personne qui s'y entendait en informatique, nous étions en 1983, était en vacances. En fait, il m'avait embauché pour copier une sorte de papier à machine à écrire, martelant des lignes interminables de chiffres toute la journée, durant des semaines. Pour aggraver le tout, je n'ai pas réussi à me faire inscrire à une des universités très sélectives du coin, comme bon nombre d'autres jeunes de Mission Hills. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai été envoyé d'un côté et les autres de l'autre.
Je me suis donc sagement inscrit à l'université du Kansas, qui était ouverte à tous. Dans cette université, mes anciens camarades furent répartis par quelques mains invisibles dans les différentes fraternités. Pas moi. Les différents degrés de sélectivité des diverses fraternités signifiaient que certains de mes amis continueraient de m'adresser la parole lorsque je les rencontrerais sur le campus. Mais ceux qui avaient atterri dans les cartels sexuels les plus huppés s'en garderaient bien. Ils étaient trop occupés à mimer les comportements des maîtres financiers et politiques de l'État. N'allez pas penser que les membres des fraternités de l'Université du Kansas se conduisaient en gentilshommes chrétiens ou en WASP, austères et propres sur eux. Et ils dénichaient leur idéal de beauté dans Animal House. Et ils constituaient la classe dominante, certes, mais une classe dominante avec le majeur brandi à la face du monde. Braillarde, menteuse, se trémoussant sur le roc minable des années 80, buvant et vomissant. Les réunions des républicains de l'université auxquelles j'assistais pendant un temps ne firent que renforcer mon impression d'esprit de chapelle. Les postes de responsabilité avaient tous été attribués, semblait-il, par quelques processus mystérieux auxquels les gens ordinaires n'étaient pas invités à participer. À moins que j'eusse manqué les élections, je ne me souviens plus. Quoi qu'il en soit, les chefs se connaissaient tous et étaient tous de très grands amis, qui ne faisaient pas le moindre effort pour dissimuler leur crainte hypocrisie. Tout cela me dégoûtait, et je compris rapidement que le seul objectif de cette organisation était de se préparer à occuper un probable poste dans la machine républicaine du Kansas. Il y avait à peu près autant d'idéalisme chez eux, chez ces gouverneurs et parlementaires en herbe qu'il y en avait dans les équipes de débat que j'avais l'habitude de fréquenter au lycée. Ces récriminations sont évidemment la petite bière comparée aux standards habituels d'oppression et d'injustice. Je n'ai jamais été frappé pour avoir tenté de voter ou abattu pour avoir fait la grève. Mais tous ces changements furent suffisants pour me donner conscience de l'existence des classes sociales et de l'élite, ainsi que pour me faire réaliser le fait époustouflant que je n'en faisais pas partie. Les Francs pouvaient bien vivre dans leur voisinage, mais je n'avais pas plus le choix de me joindre à eux, à leur table très bien servie, pour reprendre la métaphore de la cafétéria de David Brooks, que je pouvais m'envoler pour la lune en battant des bras. J'ai alors réalisé que j'avais à peu près autant ma place dans l'ordre social de la très prospère banlieue de Mission Hills que les habitants de Kansas City déchus qui traînaient dans les rues en se maudissant eux-mêmes. C'est alors que je fis quelque chose de très rare au Kansas, je me mis à voter démocrate. Puis j'ai fait quelque chose qui, je me suis rendu compte depuis, est typique de ma génération d'étudiants originaires du Kansas. Je me suis tiré. Fin du chapitre 7. Alors, chapitre 8. Les heureux captifs. Je ne suis pas le seul à me scandaliser devant le petit monde des affaires de Kansas City ou à avoir pénétré les mensonges suaves que dissimule Cupcakeland. Mais je suis sans doute le seul de ma génération à être passé à gauche par dégoût de l'endroit. Car là-bas, la révolte pousse à droite, encore à droite et toujours plus à droite. Face aux arrangements de la classe dirigeante du Kansas qui se perpétue à la tête de l'État, à son copinage et à l'étalage décomplexé de sa fortune, au scandale financier et à l'inexorable destruction des communautés rurales, on a plutôt l'habitude de se lancer avec toujours plus d'ardeur dans l'univers fou de la guerre culturelle. Et il me semble que le mouvement conservateur, tout en ne nous disant rien de bien probant sur les problèmes qui nous assaillent, propose néanmoins une solution convaincante, sinon séduisante, pour faire face à l'injustice du monde. Si la réaction est une grille de lecture du monde politique, elle prodigue également une idée prête à porter
où le charme et de l'authenticité combinés au narcissisme du martyr peut convenir quasiment à tout le monde. La réaction dit à tous les banlieusards déçus qui écoutent Fox News: vous avez beau être le sel de la terre, le cœur battant de l'Amérique, vous êtes injustement et scandaleusement persécutés. Mais cela leur donne ce sentiment de légitimité partagé par tous les autres opprimés de la Terre. La réaction est donc une affaire de personnalité, et c'est pour cela que nous nous tournons à présent vers certains individus, ceux qui manipulent les biens culturels et qui formatent le conservatisme du Kansas. C'est-à-dire aussi ceux qui produisent les fantasmes réactionnaires que ceux qui les consomment, et qui trouvent cette identité prête à porter qu'ils ont intériorisée. Et ceux qui trouvent cette identité prête à porter si satisfaisante qu'ils l'ont intériorisée. Ceux-là sont appropriés et se sont conformés aux stéréotypes américains de l'authenticité et du martyr. Ex-responsable du parti républicain du coin, qui finit par jouir d'une certaine notoriété locale après qu'on lui eut confié la rédaction d'un billet dans le Kansas City Star, John D. Aldvog est l'homme orchestre de l'indignation. Le compositeur de rhapsodies outragées et d'hymnes funèbres d'auto-apitoiement. Le tout tournant autour d'un unique thème, celui qui assène à tous et à tour de bras. Celui qui l'assène à tous et à tour de bras. Les croyants conservateurs, prétend-il, affirment-il, braillent-ils et gémit-ils, sont victimes d'une persécution innommable de la part des puissants, c'est-à-dire des libéraux. Le mot-clé de la martyrologie d'Altvogt est la haine. Il s'emporte de manière totalement absurde contre la Mainstream Coalition, qualifiée de faction haineuse qui transforme l'ancienne haine locale contre les juifs ou les noirs en haine contre le nouveau mouvement politique chrétien évangélique. Le fondateur de la Mainstream Coalition, le révérend Robert Meneley, se voit pour sa part traité de Jan Paisley, du nom du chef protestant d'Irlande du Nord qui, selon Altvogt, a fomenté consciemment des conflits religieux pour empêcher que les classes laborieuses irlandaises ne tournent leur colère contre les vrais oppresseurs. Et une fois de plus, bien sûr, il s'agit des libéraux. Mais les médias sont de loin la cible favorite d'Altvort. Non, attendez, il y a une petite note sur le libéraux avant. Altvogt considère bien sûr le mot libéral comme une insulte. Le révérend Meneley a connu pour avoir été le principal soutien du mouvement des droits civiques dans le Johnson County durant les années 60. Était le principal soutien, pardon. Pour les libéraux de la région, il fait figurer le héros Meneley. Il fait figure de héros. Meneley n'est pas en revanche particulièrement proche des classes laborieuses. Son église est en effet située dans un quartier très huppé du Johnson County. Mais les médias sont de loin la cible favorite d'Altvogt. Et tout particulièrement un journaliste de Topeka, excellent de surcroît, qui le considère comme le plus pervers et le plus haineux des journalistes du Kansas. En outre, il qualifie le Topeka Capital Journal de Clan Journal, l'un des journaux les plus sectaires et les moins professionnels du Kansas. Parce que les journalistes y traitent régulièrement les croyants d'azimutés. Quand certaines informations embarrassantes et divers revers juridiques concernent l'un de ses amis conservateurs du Kansas, Altvogt évoque les foules de lyncheurs qui s'en prennent autrefois aux Noirs que l'on accusait d'être trop arrogants. Tout cela est d'une totale absurdité et devrait définitivement nuire sérieusement aux conservateurs. Pourtant, les conservateurs du Kansas avec lesquels j'ai pu parler prennent Altvogt comme modèle. Ces balivernes sur le martyr ont apporté une contribution fondamentale au mouvement et ont fourni à ses adeptes un concept thérapeutique. Être les victimes assiégées par un monde détestable exempte les conservateurs de responsabilité concernant ce qui se passe autour d'eux.
Il fut un temps où protéger les victimes du sectarisme et diriger la colère des classes laborieuses contre les vrais oppresseurs comptait parmi les missions de la gauche. C'était sa raison d'être, sa légitimité, ce qui lui faisait croire à l'inéluctabilité de sa victoire. C'est pour cela d'ailleurs que les principales figures de la réaction s'obstinent à proclamer que cette mission est aujourd'hui la leur, chipant les idées et les slogans de la gauche dès qu'ils le peuvent. Altovok le fait lui-même, sans complexe. À l'occasion de la querelle sur les mariages homosexuels qui a secoué l'église anglicane, il écrit « Toute la rhétorique des années 60 peut aujourd'hui servir à peindre nos institutions totalitaro-libérales. Cochons de fascistes tueurs d'enfants, société malade, tout cela peut s'appliquer aujourd'hui. Il suffit à présent de faire tout ce que nous pouvons pour changer le monde. Tout le pouvoir au peuple. » Dwight Sutherland Jr., ce brahman dont nous avons déjà parlé, utilise aussi la grille analytique de la gauche, bien que de manière plus mesurée et plus réfléchie, pour déchiffrer le républicanisme dénaturé de ses riches voisins, de Mission Hills. Lors de notre entretien, il s'est emporté contre les questions qui fâchent. Et déplorer la manière dont l'avortement, le contrôle des armes et l'évolutionnisme avaient servi à manipuler l'électorat. Mais il le disait à l'inverse de ce qu'on entend d'habitude. Pour Sutherland, les questions qui fâchent ne constituent pas une stratégie républicaine pour faire s'effondrer la coalition issue du New Deal, mais une stratégie des modérés, et peut-être même des démocrates, pour nuire aux conservateurs et entretenir le fossé qui existe entre les classes laborieuses conservatrices et la classe moyenne conservatrice qui est leur allié naturel. Ils ont cyniquement instrumentalisé les problèmes sociaux pour effrayer les mamies avec l'histoire des armes, me dit-il. Ils ont effrayé la communauté juive avec l'épouvantail de la droite religieuse, effrayé les banlieusards en proclamant que les plannings familiaux allaient être fermés alors qu'il n'y a aucune chance pour que ces conservateurs, même si c'est leur souhait les plus chers, puissent un jour faire annuler la décision de Roe versus Wade. Pour lui, ce ne sont là que leurs guerres culturelles absolument vides de sens, destinées à distraire les riches de leurs intérêts propres. On pourrait même parler de fausse conscience. Usant de cette terminologie marxiste, l'archiconservateur Sutherland ne fait aucunement référence aux travailleurs trompés par la peur irréaliste des Noirs et poussés de ce fait à voter républicain, mais bien aux classes les plus fortunées égarées par la peur irréaliste de la droite religieuse, et de ce fait courant tout droit se jeter dans les bras des démocrates. Sutherland poursuit. Un multimillionnaire et de mes amis m'a dit, très sérieusement, qu'il ne pouvait pas voter à nouveau pour George Bush père parce qu'il était plus que flou sur les questions de l'avortement. Bien entendu, en 1993, ce type a payé plusieurs centaines de dollars d'impôts supplémentaires et il s'est mis à hurler et à maudire Clinton et les démocrates. Alors je lui ai dit « Ouais, mais tu as fait le bon choix, symbolique, et répudié tous ces affreux militants anti-avortement. Et ce que tu as perdu financièrement, tu l'as gagné psychologiquement, mon pauvre. » Toutes les contradictions se rassemblent en la personne de Jack Cashel. Figure médiatique de Kansas City dotée d'un style fleuri et d'une curiosité politique insatiable, quiconque s'intéresse à la mentalité du Kansas croise le bonhomme à tous les carrefours. J'ai assisté à une conférence enflammée de Cashel contre l'évolutionnisme. Je l'ai vu proposer un impressionnant programme anti-avortement au cours d'une réunion du Parti républicain. J'ai vu ses spots télévisés pour un candidat conservateur du Kansas. J'ai également écouté son émission sur une radio du Kansas City. J'ai suivi ses méandres intellectuels au travers du mystère entourant le crash du vol de la TWA en 1996. Petit aparté, le 17 juillet 1996, au large de Long Island, État de New York, un Boeing 747 explose avec 230 personnes à bord. Plusieurs hypothèses sont avancées: explosion accidentelle, un réservoir, attentat à la bombe, missile tiré par des terroristes ou perdu par l'US Navy. L'hypothèse de l'accident est finalement retenue par défaut.
J'ai même lu son roman futuriste sur une révolte armée contre la tyrannie libérale rampante. Mais ce que préfère Cashil, c'est la guerre des classes. Raconter son enfance dans un milieu ouvrier et exprimer son mépris pour l'élite arrogante de Johnson County. Il raille Cape Catland pour ses voitures, ses vêtements, ses jolis massifs arborés, le nom de ses quartiers, sa crainte constante d'être méprisé par la côte Est et ses goûts en matière de consommation. Et je dois dire qu'il le fait très bien. Mais ce qu'il caractérise par-dessus tout, c'est qu'il fait pleuvoir ses critiques anti-bourgeoises du haut de sa chaire de rédacteur en chef de Dingram, le journal économique local. Ingram est-il pour autant un journaliste critique du monde des affaires comme l'était le Fortune de Dwight McDonald, dénichant les scandales du type d'Enron avant qu'il n'explose? Absolument pas. En fait, il s'agit d'un journal de promotion, tout ce qu'il y a de plus classique proposant top list d'entreprises en explication sur la manière dont Kansas City pourrait se positionner à l'égard de telle ou telle manière économique future. Son invention la plus remarquable est son article annuel intitulé « L'élite du pouvoir », dont l'évidente flagornerie est particulièrement significative. Et il arrive donc souvent que ce même Jack Cashil, qui aime tant se moquer de l'étiquette de la classe moyenne supérieure, en soit lui-même le principal rédacteur. Comment peut-on passer aussi directement de la critique des privilégiés à une admiration sans borne pour les plus éminents hommes d'affaires de la région? Comment peut-on concilier un véritable intérêt pour le sort des plus démunis avec l'adulation des plus riches? Pour Cashil, c'est extrêmement facile. Il nous donne à voir des travailleurs épuisés usant leur vie sans issue au travail et des caricatures de riches prétentieux et arrogants tout droit sortis de New Masses. Puis se produit le tour de passe-passe. Les exploiteurs qui touchent finalement les bénéfices bien mérités de cette situation ne sont pas les capitalistes mais les libéraux. Pour moi, la principale qualité de Cashil est sa capacité à théoriser, l'une des principales sources de la considérable force. Sa capacité à théoriser, pardon. L'une des principales sources de la considérable force de conviction du conservatisme est sa conception parfaitement infaillible de la réalité. Sa capacité à donner du sens au mécontentement ordinaire des individus, tout en exemptant totalement le capitalisme de libre marché de toute responsabilité. Le credo de la réaction, nous donne le sentiment d'être courageux lorsque nous critiquons la vulgarité de la télévision et patriotes quand nous nous plaignons des libéraux qui détruisent le mode de vie américain. Il nous rassemble, patrons et salariés, protestants et catholiques, noirs et blancs, dans une récrimination commune contre un ennemi commun. Jack Cashil applique non seulement avec art cette grille de lecture aux conditions locales, mais il prévoit en outre de passer à l'offensive, une offensive dans laquelle les gens issus de tous les milieux peuvent trouver une place valorisante et satisfaisante dans le scénario de la réaction. J'ai assisté à une démonstration de cette attitude lors d'une réunion des conservateurs du Johnson County en novembre 2002. Alors que la plupart des militants semblaient pouvoir passer la soirée à se plaindre de la perfidie des modérés, Cashil s'est distingué en présentant un plan de contre-offensive. Il s'agissait de collecter des fonds suffisants pour financer un tir de barrage médiatique soutenu et imposer le vieux débat sur l'avortement, sujet qui divise et a complètement bouleversé Wichita lors du fameux été de 1991. À tous les habitants de la région de Kansas City, afin de rendre la question de l'avortement absolument incontournable, même si les prétendus puissants tentaient de l'éviter à tout prix, et le message se répanda partout sur les différents tons, expliquait Cashil en dévoilant son programme aux conservateurs. Nous disons: voici les arguments, sortez et défendez-les, ne restez plus là à vous taire. Aux soi-disant républicains, nous disons: voici les arguments constitutionnels, vous avez le droit de vous montrer libertaire sur la question de l'avortement, mais pas en brandissant la Constitution. C'est un scandale, une abomination, aucun véritable républicain ne peut l'admettre, la décision Roe vs Wade. À l'opinion publique le plus large, de genre démocrate mou, nous disons. À l'opinion publique plus large, le genre démocrate mou, nous disons:
Nous espérons pas vous convertir sur la question, mais nous aimerions que vous tolériez ceux qui pensent comme nous. Nous espérons que vous tolérez ceux qui pensent que c'est mal d'enfoncer un bistouri dans le crâne d'un bébé juste avant sa naissance. Pour les responsables démocrates, en revanche, le message devait être assurément moins plaisant. Les évêques catholiques du coin, qui tenaient évidemment le rôle de porte-flingue consacré dans le scénario de Cachille, condamneraient les libéraux pour leur libéralisme politique. Cachille les imaginait déjà déclarant aux élites tremblantes: « Si ce message est reçu, si ça marche ici, alors adieu le parti démocrate. » Dans l'un de ses meilleurs textes, Cachille affirme que le vrai fossé américain se situe entre le consensus représenté par les membres cultivés des classes supérieures de Mission Hills et les prestigieuses universités, et ceux qui travaillent de leurs mains, les snake handlers, batailleurs. Les fondamentalistes anti-avortement, qui se demandent bien pourquoi l'impôt ne peut pas servir à financer une scène de nativité du Christ alors qu'il peut financer des œuvres telles que le Peace Christ. Photographie d'Andrés Serrano, Peace Christ représente un crucifix immergé dans un bocal d'urine de l'artiste. Mais ils sont moins nombreux, ceux du consensus constituent la classe dirigeante qui pense en savoir plus que les autres, qui secoue la tête avec désapprobation devant ces ploucs religieux du pays profond et fait de son mieux pour leur imposer le comportement raisonnable et adéquat. Bref, les snake handlers, l'Amérique rouge, l'Amérique moyenne, etc., c'est nous, les administrés. Si nous poussons l'analogie un peu plus loin, nous sommes tous des snake handlers. Riches comme pauvres, sous la domination de ces je sais tout, de libéraux de la côte Est, et revoici Cachille, nous expliquant que les autorités fédérales de Kansas City ne sont que la créature de l'élite du pouvoir. Depuis l'époque de la Constitution, aucune région n'en avait autant vu. L'administration fédérale est le principal employeur du coin, qui gère la plus importante académie scolaire de la région, comme elle gère le secteur du logement et légifère dans tous les domaines. L'administration fédérale a détruit l'empire commercial de la personnalité la plus importante de la ville et expédié l'homme qui devait devenir gouverneur en prison. Pire encore, son activité est pratiquement hors de tout contrôle citoyen, et ses fonctionnaires ne peuvent être renvoyés. Nous étions alors en 1994, 2 ans seulement après l'installation d'une administration démocrate à Washington. Et nous, dans le Midwest, étions censés vivre sous un régime fédéral imposé que nous ne pouvions ni contrôler ni remettre en question. À l'instar de la Confédération vaincue à l'époque de la reconstruction, nous étions un peuple conquis. Après 4 années supplémentaires de Clinton & Co., Cachille alla beaucoup plus loin. Après avoir consulté sa boule de cristal, il écrivit un roman futuriste dans lequel les Américains subissent le second mandat de la présidence d'Al Gore, se tiennent prostrés sous le talent de fer du libéralisme politique. Les populistes de la vieille école appréciaient fort un livre intitulé Caesar's Column, vision d'un futur atroce où le capitalisme du XIXe siècle s'était étendu à tous. Cachille nous en livre l'équivalent contemporain, vision d'un futur épouvantable dans lequel tous les éléments qui constituent le fantasme de persécution des conservateurs se sont épanouis de manière tout aussi grotesque. Le gouvernement a expulsé Rush Limbaugh des zones radiophoniques, le juge de la Cour suprême Antonin Scalia a été assassiné, les 4x4 sont interdits à la fabrication, les avocats spécialisés dans les procès monstres ont détruit l'industrie du tabac et les producteurs de vin sont désormais dans le collimateur. La législation contre les crimes haineux sert à poursuivre juridiquement n'importe quel discours. Les casques sont obligatoires pour les motocyclistes ainsi que pour les ouvriers. Et les bandits fédéraux totalitaires condamnent à de lourdes peines de prison tous les vrais patriotes américains. C'est à cela que le monde ressemblerait si un sorcier malfaisant transformait la réalité à l'image du contenu des éditoriaux du Wall Street Journal. Mais un jour, enfin, les personnages de Cachille, une bande de catholiques et intégristes d'Indiens et de fanatiques de la gâchette emmenés par un journaliste sportif, forment une minus et fomentent une révolte héroïque, avant d'enlever quelques-uns des plus malfaisants libéraux du pays. Une de ces viles créatures sans âme doit être abattue,
et un fusil sud-africain dont on a chanté les louanges antérieures se voit chargé de cet honneur. Avant de subir ce châtiment boère impitoyable, ce chien de libéral dont le corps est manifestement aussi minable et corrompu que sa politique se délite tout simplement. Dans l'univers de Cashil, la récrimination sans fond est parfaitement élaborée, et elle aboutit à des conclusions spectaculaires pour se hausser à des sommets littéraires inouïs. Les pulsions totalitaires Kaldrich pensaient reconnaître chez les libéraux lorsqu'ils les voyaient engloutir des yaourts. Quand ils les voyaient engloutir des yaourts à la cafétéria de la Maison Blanche, s'épanouit ici en un véritable système. Et pour rappel, Aldrich, c'est l'ancien agent du FBI qui était pas content de l'administration Clinton parce que on lui faisait des sourires, mais c'était des faux sourires de menteur, ou des fois on lui faisait pas des sourires et du coup c'était pas gentil. C'est ce genre de niveau. Il a l'impression que tout le temps les gens parlaient de lui en mal, partout. Et que c'était juste parce que c'était des libéraux qu'ils étaient méchants. Donc, même les plus petites choses ont une importance politique, et tout ce que vous pensiez pouvoir être vrai l'est en effet. Tout se conforme au modèle, et tout a quelque chose à nous apprendre sur la perfidie de l'administration fédérale et ceux qui la servent. Le crash du vol TWA ne pouvait être qu'un mystère sans solution. L'administration Clinton devait nécessairement avoir cherché à étouffer l'affaire pour des raisons politiques. Réaction admise sans sourciller par les médias du fait que leur rejet viscéral de leur rejet viscéral de la droite. Et les républicains de Johnson County ne pouvaient mépriser l'aile conservatrice du parti sans raison. Non, ils avaient été nécessairement manipulés par un ex-communiste. Et donc, sur la rédaction admise sans sourciller par les médias du fait de leur rejet viscéral de la droite, Jacques Cashil et James Sanders prétendent que le Bureau national de sécurité dans les transports ne voulait pas reconnaître que l'avion avait été abattu par un missile parce que la Maison-Blanche pensait que l'idée d'un attentat rendrait Bill Clinton impopulaire auprès des électeurs et assurerait l'élection de Bob Dole au poste de président. C'est donc la raison pour laquelle l'affaire aurait été étouffée. De leur côté, les médias sont censés avoir participé à ce plan parce que, entre autres raisons, la dernière chose que souhaitaient les journalistes et des principaux organes d'information, c'est un scandale susceptible d'offrir un président républicain à Newt Gingrich. Ah bah les sourires, oui. Donc voilà, le complot c'est que l'avion c'est forcément un attentat, mais le gouvernement le cache parce que si c'est un attentat, alors il serait pas réélu. Donc voilà le cheminement de pensée en fait. Si on n'a pas trouvé pourquoi il y a eu le crash de l'avion, c'est parce que ils nous le cachent, et s'ils nous le cachent, c'est parce que c'est parce qu'ils ont peur de pas être élus. Si c'est un attentat, c'est donc un attentat. CQFD, salut. Même les plus ordinaires des événements trouvaient désormais une explication lorsque Cashil apprit qu'une amie de sa fille ignorait qui était Benedict Arnold. Il s'emporta et affirma qu'on trahissait les étudiants américains. La question était de savoir si cette trahison était accidentelle ou préméditée. Et puisqu'à l'évidence la deuxième solution était la bonne, nous devions identifier les Benedict Arnold qui se trouvent parmi nous, et pour le moins les réédiquer. Lorsque Cashil se voit infliger 2 amendes en un seul jour, la conspiration semble être sur le point d'éclater. Cela commençait à ressembler à un complot, écrit-il. Il renonce généreusement à tenir le contractuel pour responsable, son père ayant été lui-même policier. Mais si ce n'est pas son idée, de qui pouvait-elle bien provenir? Après cela, retour à l'habituelle mission d'un journal économique local. S'émerveiller du pouvoir détenu par un promoteur immobilier ou de l'ingéniosité d'un entrepreneur local.
Lorsque les marchés font fonctionner leurs muscles, c'est productif, naturel et démocratique. Mais quand une administration arrogante prend les commandes, le pouvoir devient destructeur, hiérarchique, arbitraire et tyrannique. Ah, euh, un point sur Benedict Arnold. Donc, Benedict Arnold, c'est un général de l'armée continentale durant la guerre d'indépendance. Euh, et de 1741 à 1801. Il est considéré comme l'un des plus grands traîtres de l'histoire des États-Unis pour avoir tenté de vendre le fort de West Point aux Anglais. Voilà, voilà. Voilà. Une étudiante qui ne sait pas qui est Benedict Arnold, c'est donc qu'il y a un complot. Euh, et la question, c'est qui est à l'origine de ce complot. On est sur ce genre de niveau. Hein. Le mec prend 2 amendes dans une journée, il y a un complot contre lui. Et donc on repart sur un aparté sur l'auteur, du coup. J'ai eu mes premiers soupçons sur l'étrange guerre de classe qui frappait le Kansas lorsque j'étais tranquillement assis par un beau matin d'été à la table du petit déjeuner de la ruine, occupé par à lire le Johnson County Sun. Steve Rose, le patron des modérés, consacrait son éditorial habituel à la dénonciation d'un certain Tim Golba, qui à l'évidence causait d'inexcusables dégâts à l'aile modérée du parti républicain local. Dans le coin, ce Steve Rose est un personnage connu, et il habite l'une des demeures les plus grandioses de Mission Hill. Mission Hills, une sorte de palais italien surmonté d'un toit de tuiles en terre cuite. Mais qui pouvait bien être Tim Golba? Je décidai de lire l'article en entier. Ce monstre de Golba, que Rose qualifiait de brillant, de type brillant et rusé, qui pèse de tout son poids sur le Kansas tout entier, n'est en fait qu'un employé de l'usine Pepsi Dolas, cette banlieue Dolas que Rose avait précédemment qualifié d'autre Johnson County, véritable marais de la révolution conservatrice. J'ai donc appelé Golba qui m'a personnellement répondu au téléphone. Que faisait-il exactement à l'usine? Simple travail à la chaîne, me répondit-il. Drôle de boulot quotidien pour quelqu'un qui pèse de tout son poids sur l'État. Le quartier où vit Golba propose une enfilade bien ordonnée d'humbles maisons de banlieue construites dans les années 70. Quelque peu surprenant pour un homme qui compte pour beaucoup dans la révolution conservatrice ayant balayé le Kansas. C'est le type de quartier qui n'a pas très bien veillé. Toutes les maisons sont bâties sur le même plan et ne représentent que de rares différences de décoration extérieure. De faux balcons, des fleurs de lys, symbole de l'État, en contreplaqué pour habiller le cube et se distinguer les unes des autres. Les arbres y sont rares et par un jour d'été comme celui où je suis allé voir le soleil, le soleil tombe à plomb sur les charpentes des maisons. Sans arrosage intensif, les arbustes s'étioleraient rapidement, comme d'ailleurs la plupart d'entre eux s'apprêtaient à le faire. Pas un chat dans les rues, tant les déplacements sont longs et la température élevée. Quand je m'y suis rendu, la maison de Tim Golba était une propreté impeccable, et sans aucune décoration intérieure, à l'exception d'une horloge et de l'habituel portrait de Jésus collé sur une planche. Un seul magazine était en évidence sur la table où il m'avait servi le café. Golba lui-même fait penser au type même du Spartiate, soigné, impeccablement coiffé, un polo au nom de son employeur soigneusement rentré dans son jean propre. Selon sa propre mère interviewée par le Kansas City Star, il n'a jamais manqué un jour d'école, de la maternelle à l'obtention de son diplôme de fin de lycée. Et je suis prêt à le croire. Mais on ne s'y trompe pas, Golba est également célèbre pour son militantisme politique farouche. Lors de la campagne électorale de 2000 pour la Chambre des représentants du Kansas, Golba aurait enregistré un message téléphonique suggérant que les électeurs qui voteraient pour un autre candidat que le sien souhaitaient que les enfants à naître du Kansas continuent à mourir. Je trouvais difficile de faire coller cette réputation de punacité avec l'impression que me donnait l'homme lui-même. Il parlait avec un léger zozotement et sur un ton incroyablement monotone. J'avais toujours associé son genre d'accent au laconique qui travaille dur, et certes pas au prêcheur excité spécialiste de l'invective politique. Tout ce que disait Golba était exprimé comme une évidence.
sans fanfaronnade, sans effet de manche. Pourtant, ce modeste et vieux travailleur, comme il se décrivait lui-même, avait participé à la naissance du mouvement conservateur. Muni de son seul diplôme de maigres ressources financières, il avait fait passer sa propre organisation, Conscience for Life, au rang de l'un des plus puissants groupes politiques de l'État. Parcourant tout le territoire dans les années 80-90, Golba avait su recruter des conservateurs anti-avortement purs et durs et les décider à se présenter aux élections. Et plus important encore, il s'était assuré d'une base militante assez large pour que ces candidats l'emportent. C'est Golba qui a investi tous les comités populaires, le quartier de Johnson County en 92. Tous les comités populaires de quartier du Johnson County 92, ce qui lui permit finalement de conquérir l'appareil du parti républicain local. Et tout cela sur son temps libre. Après toutes ces années, Golba travaille toujours à la chaîne, dans une usine de mise en bouteille. Mais il ne s'agit pas d'une usine Pepsi. Pour lui, aucune sinécure confortable, aucun piston pour un emploi à Topeka. Et il ne sera jamais nommé citoyen de l'année du Johnson County, pas plus qu'il ne siégera au conseil d'administration d'une fondation caritative de Kansas City. À ses yeux, c'est avant tout une question de principe. Et des principes, c'est justement ce dont manquent ces mous, ces installés de modérés. Pour Golba, ce sont tous des hommes d'affaires. Ils ont des tonnes d'argent parmi les gens les plus riches du pays, mais on a réussi à les battre parce qu'ils n'ont aucune base électorale. Il était intarissable sur les grands et les puissants qui avaient été jetés par terre par les travailleurs. L'artisan qui a battu le président du Parlement du Kansas, le richissime modéré, dont le budget de campagne était 10 fois supérieur à celui des candidats de Golba, mais qui avait quand même pris une raclée. Ceux de l'autre camp ont aussi perdu parce que leurs principes n'ont aucun écho chez les électeurs. Sam Brownback affirme que les questions économiques n'intéressent pas les habitants de Kansas et qu'ils ne se contentent que sur la guerre culturelle. Et qu'ils ne se concentrent que sur la guerre culturelle. Tim Golba semble parfaitement d'accord avec ce diagnostic. Pour lui, on ne peut pas mobiliser l'électeur lambda sur des questions fiscales ou économiques. Aujourd'hui, les gens sont trop occupés. En revanche, on peut mobiliser ceux qui s'inquiètent de la décadence morale du pays. Ceux qui sont suffisamment inquiets pour se mobiliser sur la question de l'avortement et ce genre de trucs. Par son attachement absolu aux questions de principe, Golba incarne l'une des plus grandes forces du conservatisme réactionnaire. Le fait de négliger ses propres intérêts économiques peut nous paraître, à vous et à moi, comme une sorte de suicide. Mais vu sous un autre angle, c'est faire preuve d'un noble altruisme, une forme de sacrifice pour une cause sacrée. La vie quasi monastique de Golba va confirmer cette impression. Voici un homme qui a tourné le dos au confort de notre civilisation et transcendé son matérialisme. De cette triste banlieue, aux fanges de la ville, il vitupère contre les arrogants et les mondains. Il défie ceux qui vivent dans les palais, et il bafoue leurs candidats. Il leur fait perdre leur argent et met fin à leur carrière. Si, comme moi, vous vous considérez comme un born again, un fervent adepte de la Bible, alors c'est noir ou c'est blanc, me dit-il. Il n'y a pas beaucoup de place pour le gris. Il faut prendre possession. Quand il affirme que son mouvement est évidemment celui que rejoindrait John Brown, figure légendaire du Kansas, chrétien ascétique mort pour que le monde prenne conscience du crime qu'était l'esclavage, j'ai pensé un moment que Golba pourrait bien avoir soulevé là quelque chose de profond. Même si Golba rejette toute comparaison entre son mouvement et les syndicats, je ne peux m'empêcher de penser à lui comme une sorte de César Chavez inversé. César Chavez, syndicaliste paysan d'origine mexicaine, militant des droits civiques, partisan de l'action directe et non violente, cet infatigable militant qui était César Chavez, de 1927 à 1993, fut le cofondateur du National Farm Worker Association, devenu plus tard United Farm Workers. Il défendait en particulier les ouvriers agricoles issus de l'immigration, qui vivaient dans des conditions quasi féodales, et impulsa notamment le boycott national du raisin dans les années 60. Comme ce fameux syndicaliste, Golba est profondément religieux, entièrement dévoué à sa mission, travaillant sans compter toute l'année. Mais tout cela
pour permettre aux puissants d'être plus puissants encore. Il se déplace à travers tout l'État, milite, informe, mobilise sans attendre. Aucune récompense matérielle, travaillant sans relâche, mais sans ambition personnelle. Il exige des classes supérieures qu'elles reviennent dans le droit chemin dont elles se sont écartées. Il ressasse la leçon même si les gens n'entendent pas. Il s'oublie lui-même de manière à ce que les autres puissent profiter de leur joie de leur jolie demeure. Il travaille nuit et jour pour que les autres jouissent de leur capital sans avoir jamais à travailler. L'humilité mise au service de son exact opposé. N'est-il pas réellement quelque chose de christique dans tout cela? Sénatrice conservatrice d'Olas au Parlement de l'État, Kay O'Connor serait probablement d'accord avec moi. Elle combat les modérés depuis maintenant 12 ans. Elle a battu l'un de leurs principaux représentants lors des primaires républicaines de 2000. Et elle a, comme de nombreux autres conservateurs, noté le fossé social grandissant entre les deux camps. Lorsque je lui ai demandé si elle pouvait l'expliquer, elle a réfléchi un instant avant de me répondre que la question de classe est le miroir des différences de personnalité essentielles que reflète la politique menée par les gens. Ceux qui vivent dans les palaces de marbre à Mission Hills montrent probablement par là qu'ils sont plus intéressés par les gains financiers que, disons, par les gains spirituels. Celui qui est plus matérialiste ou plus intéressé par son parcours professionnel ou par les postes officiels ou les postes de PDG, par la possession d'une grande entreprise ou de biens matériels, est souvent l'individu le plus modéré. Et ils savent parfaitement que cela coûte pour ce que cela coûte pour se hisser au sommet, pour atteindre le sommet des sommets. Il faut travailler dur et parfois piétiner les autres. En revanche, le conservateur désire juste se rendre à l'église le dimanche ou bien aller à la pêche et surtout qu'on lui fiche la paix. Il semble pourtant bien que Kay O'Connor ne souhaite pas vraiment qu'on lui fiche la paix. Elle cherche la controverse, chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Par exemple, elle est une infatigable avocate des bons d'études, dans une région d'Amérique qui adore son système d'enseignement public. C'est encore elle qui voit dans le vote des femmes un symptôme du déclin moral de l'Amérique, raison pour laquelle elle a été moquée d'un côté à l'autre du continent. Les éditoriaux des journaux se sont amusés de ce Kansas délirant, et Jay Leno l'a consacré Taliban de l'année. Certaines personnalités de l'État ont exigé sa démission et quelques-uns de ses administrés ont fait circuler une pétition dans le même sens. Contre toute attente, j'ai sincèrement trouvé charmante cette excentrique de Kay O'Connor. Je l'ai rencontrée pour la première fois à l'automne 2002, à l'occasion d'une fête de campagne électorale déprimante. Le candidat dont nous étions censés célébrer les espoirs se trouvait loin derrière dans les sondages. Un groupe anonyme jouait des rock républicains anonymes. Tandis que tout le monde buvait des bières peu alcoolisées en cherchant à éviter de parler de la délicate élection. Mais il y avait là Kay O'Connor, inexorablement gai et arborant une de ses vestes en satin si appréciée de ses ennemis syndicalistes, se tenant juste devant la sono et secouant ses boucles de femme respectable de 65 ans, elle se trémoussait sur le classique de Big Joe Turner, Kansas City. « C'est ma chanson !» criait-elle joyeusement. Un tube de l'époque où elle et son mari avaient quitté l'Iowa pour emménager au Kansas. Kay a 6 enfants et de nombreux petits-enfants. Elle porte des lunettes à gros verres et lui donne un air étrangement innocent, mettant en valeur ses grands yeux bleus et laissant à penser qu'elle est toujours au bord des larmes. Dans la maison toute blanche, elle habite son bureau est orné d'affiches patriotiques et de photos de héros conservateurs surgissant ici et là au beau milieu d'un fatras de papier, de livres et de matériel informatique. Bien sûr, il y a une Bible, elle avoue adorer la messe en latin. Et sur le mur, on peut admirer un poster attribuant clairement tous les mots contemporains à la disparition de la prière dans les écoles en 1962. Taux de réussite à l'examen d'entrée à l'université, moins de 10%. Drogue illégale, plus de 6000%. Si vous voulez faire une recherche sur internet, vous trouverez les termes exacts du gros titre du poster de Kay O'Connor.
What has happened since Christian principles were removed from public life, starting in 1962. Voilà. J'arrive plus à le... une 1962, voilà. Vous vous retrouverez soudainement dans un monde où les francs-maçons conspirent pour imposer leur domination à l'humanité et où les chrétiens sont ni plus ni moins persécutés. O'Connor semble particulièrement attachée à ce genre d'idées. Comme de très nombreux conservateurs, elle donne l'impression d'être intelligente, choisissant et articulant soigneusement chaque mot qu'elle prononce. Mais en même temps, elle paraît extraordinairement naïve, comme quelqu'un qui se serait un jour assis pour régler seul tous les problèmes du monde. Elle m'a dit par exemple que les plus anciens quartiers de Johnson County sont moins conservateurs que ceux d'Olas car ils sont plus peuplés, ce qui transforme inévitablement les gens en démocrates. O'Connor est peut-être naïve, mais elle est très logique. L'administration et les syndicats, en particulier celui des enseignants, sont à l'origine de tous les problèmes. En revanche, les réductions d'impôts et la libre entreprise les résolvent. Elle fait partie de ces politiciens du Kansas qui ont juré de voter contre toute tentative d'augmenter les impôts. Et elle est aussi de la poignée d'entre ceux qui se sont mobilisés pour permettre à l'entreprise malfaisante qu'est Wittig de poursuivre son projet de vente de Westar. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle pensait de l'impôt progressif, elle a commencé par me dire qu'il était impossible d'imposer les riches puisque de toute façon, il ferait peser sur nous le surcoût de cette mesure. Puis, elle a déclaré que l'impôt progressif est un vol pur et simple. Pourquoi devrait-on pénaliser les gens parce qu'ils réussissent, me demande-t-elle. Quand vous prenez aux riches pour donner aux pauvres, c'est que vous prenez pour Robin des Bois. Et c'est purement du vol. Robin des Bois n'était qu'un voleur. Les O'Connor ne sont pas riches. Le mari est technicien dans un hôpital des environs, et elle a bien insisté sur leur manque de moyens. Sa pensée semble pourtant tout droit tirée du credo politique des milliardaires du XIXe siècle. Pour elle, les solutions du mal urbain, par exemple, sont le bon d'études et une économie des masses salariales à la baisse. D'abord, nous nous en remettrons aux forces du marché pour améliorer le système scolaire, puis ces meilleures écoles produiront des travailleurs compétents qui seront plus intéressants pour davantage d'entreprises, qui voudront employer ces travailleurs compétents, qui de leur côté accepteront de travailler pour des salaires moins élevés parce qu'ils viennent de familles pauvres. Et ils ne s'attendent pas à gagner 80 000 $ par an et se satisferont de gagner 6, 8 ou 10 $ de l'heure. Et puis, un jour viendra où ces obéissants miséreux seront autorisés à jouir de la vie au même titre que les autres. Du moins, j'espère que c'est bien là l'objectif. O'Connor croit si fermement dans cette utopie d'un monde de bas salaire qu'elle consacre tout son argent à son combat pour les bons d'études, en créant une fondation qui organise une mobilisation populaire sur cette question. Elle a même emprunté et hypothéqué sa maison pour créer cette fondation. Mais que veut véritablement Kay O'Connor ? Pourquoi quelqu'un disposant d'aussi peu de moyens fait-il autant de sacrifices pour promouvoir une politique qui, au bout du compte, ne pourra qu'aggraver son sort ? Pourquoi quelqu'un qui lutte quotidiennement contre le besoin voudrait-il aider les dirigeants de Westar à s'en mettre plein les poches ? La réponse doit se trouver dans la merveilleuse beauté de la vision conservatrice du monde. Tout s'y emboîte à merveille, tout y trouve sa place et chacun doit se réjouir de sa condition. Il est possible que le dieu du marché n'ait rien à vous apporter personnellement, mais cela ne change rien à sa divinité et rien ne vient troubler la magnifique clarté de la vision conservatrice. Après tout, il y a bien des façons de servir les O'Connor. Il y a bien des façons de servir. Les O'Connor n'ont sans doute pas grand-chose à gagner personnellement d'une réduction du taux d'imposition des hauts revenus, mais il n'en est pas moins réjouissant de faire ce qui est juste et de participer à un mouvement qui avance si fièrement vers ses objectifs. C'est également vrai quand les femmes aussi déterminées et pleines de ressources que Kay O'Connor font tout ce qu'elles peuvent pour que la condition de leurs semblables fasse un bond en arrière. Même si O'Connor affirme qu'elle n'a rien contre le droit de vote des femmes, à l'évidence puisqu'elle vote elle-même dès qu'elle le peut, elle reconnaît assez facilement avoir un point de vue à quelque peu vieux jeu sur les relations entre les sexes. « Je suis une heureuse captive depuis 43 ans, m'avoue-t-elle.
Et j'obéis à mon mari en tout ce qui concerne les questions morales. En contrepartie, en tant que chrétien, mon mari doit m'aimer et me prendre soin de moi, comme Jésus aime et prend soin de l'Église. Jésus est mort pour l'Église et mon mari doit être prêt à mourir pour moi. Et s'il est prêt à mourir pour moi, le moins que je puisse faire est de lui être obéissante en matière de morale, non? O'Connor déroule son raisonnement, qu'elle juge réellement convaincant, depuis le bureau où elle organise sa carrière politique et où elle envisage sa prochaine action dans le cadre de sa campagne en faveur des bons d'études. Lorsque nous avons abordé le sujet, elle a soulevé un grand nombre de questions controversées avec une grande autorité pendant plus d'1 heure. Son mari a fait une apparition dans la pièce, mais il s'est rapidement et poliment retiré quand il a constaté que j'interviewais sa femme. Mais O'Connor n'est pas la seule à défendre ses positions politiques. De l'été de grâce à la croisade contre l'évolutionnisme, des femmes à poigne ont occupé une place prééminente. Dans tous les épisodes clés de l'époque conservatrice, elles sont véritablement les égales des hommes dans cette guerre en faveur de la restauration de l'ordre social mythique et d'un passé défunt. 10 minutes après qu'elle eut exposé sa théorie de l'heureuse captive, O'Connor et moi-même devions nous rendre à une réunion d'un groupe de militantes républicaines qu'elle préside. Voulant absolument être à l'heure, elle conduisait sa Chevrolet familiale dans le College Boulevard à 130 km/h. J'étais censé la suivre avec ma voiture, mais comme je ne souhaitais ni brûler les feux rouges ni me faire arrêter pour excès de vitesse, je me suis finalement laissé distancier jusqu'à ne plus distinguer les feux arrière de sa voiture. Fin de l'aparté. Avant de rencontrer Mark Gedzen, que je ne le connaissais que de réputation, acquise dès les premiers jours de la Révolution conservatrice, lorsque le journal de Wichita semblait terrorisé à l'idée de voir s'installer une théocratie de droite dans sa ville. Directeur d'un groupe de célibataires chrétiens de Wichita, Gedzen fut également président du Parti républicain local pendant une grande partie des années 90. Et les journaux locaux n'ont pas été tendres avec lui. La photo qu'il publie systématiquement montre un homme à la fine moustache arborant les lunettes fumées de type aviateur de l'époque du disco. À la manière dont il raconte son ascension au sein du Parti républicain du comté, on pourrait penser à un coup d'État, et il fut même insinué qu'il battait sa femme. L'homme avec lequel je me suis entretenu ne ressemblait à aucun de ces personnages. Gedzen est un grand athlétique, à l'image de l'ex-marine qu'il est. Et comme à peu près tous les habitants de Wichita, c'est un fan d'aviation. Dans son garage, on peut voir un Piper Tripacer, avion mythique des années 50, qu'il restaure pièce par pièce. Et sur le verre gauche de ses lunettes d'aviateur, il y a une reproduction en miniature de ce même avion. Gedzen est aussi accueillant et enthousiaste que n'importe qui. Il m'a d'ailleurs parlé presque sans souffler durant 2 heures, s'interrompant à peine entre 2 récits. En vertu de ses nombreux travailleurs syndiqués, Wichita était autrefois l'une des rares villes démocrates de l'État. Mais selon Gedzen, durant les années 80, elle est progressivement devenue républicaine. C'est l'été de grâce de 91 qui aurait fait glisser définitivement la ville à droite. Et c'est également à ce moment-là que des milliers de recrues conservatrices de Gedzen firent du porte-à-porte pour expliquer leur position. Essentiel de souligner que la poussée républicaine se faisait déjà sentir avant l'été de grâce. Le Parti républicain était déjà majoritaire dans le Sedgwick County en 90. Ce qu'il s'est passé, c'est que l'écart entre les deux partis s'est spectaculairement accru entre 90 et 2003. Et donc, ils ont fait du porte-à-porte pour expliquer leur position. Auparavant, se souvient-il, c'est un tout autre genre de militants qui occupait les principaux postes du parti local. Ce genre de type qui se contentait de signer un chèque de 1000 $ au parti et ne faisait strictement rien. Après 91, les recrues conservatrices du parti n'avaient guère d'argent, mais elles militaient avec enthousiasme pour les candidats anti-avortement. Si quelqu'un veut Si quelqu'un veut bien rencontrer les électeurs face à face et les regarder dans les yeux, non seulement ça ne coûte pas d'argent en frais de poste, mais vous n'avez qu'à leur tendre des tracts et ajouter votre petite touche personnelle. Il se souvient d'avoir maintes fois fait campagne jusqu'à 2 heures du matin, d'avoir fait son laïus
d'avoir fait son laïus dans un nombre infini d'églises et avoir transporté ses registres électoraux avec lui partout où il se rendait, toujours prêt qu'il était à transformer un démocrate en républicain. Recrue après recrue, Gedson a ainsi construit un véritable mouvement social. À gauche, on décrit souvent la réaction comme une énième opération visant à rapprocher les ténors républicains d'un secteur démographique de la population en voie de disparition. Mais ce que les républicains de Wichita ont accompli devrait définitivement démentir ce mythe. Ils ont hurlé leurs cris de guerre à tous les habitants de la ville, exaspérant les divergences, excitant l'électorat et expliquant les enjeux à tout un chacun. Gedson & Co. ne voulait pas seulement les votes de chaque habitant de Wichita, mais également sa participation. Ils voulaient changer le monde. Même si les conservateurs de Wichita ont travaillé dur pour construire leur mouvement, ils n'y seraient pas parvenus. Ils n'y seraient sans doute pas parvenus aussi brillamment si le parti rival ne s'était pas suicidé dans le même temps. Ce parti, qui s'exprime traditionnellement au nom de membres des classes laborieuses, j'évoque bien entendu la fameuse politique de triangulation de l'administration Clinton, ce formidable effort pour réduire l'écart entre démocrates et républicains sur les questions économiques. Chez les experts du pays, la triangulation est considérée comme un coup de génie, marquant la fin de l'état de guerre sociale démodé qui caractérise le libéralisme ainsi que celle de la foi des démocrates dans le tout-État. On a pu penser que les nouveaux démocrates de Clinton avaient permis l'avènement d'une ère dans laquelle tous les partis s'accorderaient sur le caractère sacro-saint du libre marché. Pourtant, en termes de stratégie politique, cette tentative de se mettre d'accord avec la droite était une pure folie. Elle a simplement ruiné toute tentative de mobilisation de la gauche. Tandis que les conservateurs étaient occupés à polariser l'électorat, les démocrates recherchaient mollement à gagner le centre. À Wichita, les républicains semblaient dynamiques et confiants, les démocrates sans inspiration, faibles et usés. Quelle que soit la manière dont elle fut reçue à Wall Street, la stratégie de Clinton joua finalement en faveur de Mark Gedson et de ses centaines de militants chrétiens conservateurs tels que lui. Pour Gedson, quand on ne parle plus des questions économiques de fond, seuls les sujets sociaux peuvent distinguer les deux partis. Et dans un tel climat, l'appel des démocrates aux gens du peuple peut aisément être neutralisé. Ainsi, selon Gedson, il y a des années, on pensait que le parti républicain était le parti des riches et le parti démocrate celui des travailleurs. C'est fini. Aujourd'hui, une famille ouvrière avec enfants est plus probablement une famille républicaine qu'une famille démocrate. Les responsables démocrates eux-mêmes ont écarté la vieille idée selon laquelle leur parti était celui des pauvres. Aujourd'hui, les grands roues démocrates pour collecter les fonds coûtent aux alentours de 1 000 $ par personne. Bien plus qu'une fête républicaine du même type. Récemment, un membre de l'administration Clinton, référente évidente de John Carville, a qualifié les pauvres de clochards, ce que les médias ont accueilli d'un bâillement. Le tract dans lequel se trouvaient ces réflexions s'intitule « Est-ce un péché pour un chrétien de voter démocrate dans l'Amérique d'aujourd'hui ?» Et de très nombreux habitants du Kansas en sont clairement arrivés à croire que oui. Aux élections de 1994, ils ont retourné leur frustration contre les démocrates de Dan Glickman, fidèle de Clinton qui soutenait l'ALENA, accord de libre-échange conçu à l'origine par les républicains, alors même que les syndicats de Wichita constituant sa base électorale s'y opposaient farouchement. Syndicaliste chez Boeing et élu républicain au Parlement de l'État, Dale Swenson déclare « Quand Glickman a voté pour l'ALENA, je ne pouvais décidément plus voter pour lui. Je connaissais Je connais pas mal de syndiqués qui étaient vraiment malades de voir Glickman voter pour l'ALENA. » Les démocrates et les républicains étant tombés d'accord sur la question du libre-échange, les seuls sujets disponibles n'étaient plus que l'avortement, les armes et bien sûr l'administration elle-même. Farouchement pro-avortement, Glickman avait soutenu les mesures prises par l'administration sur le contrôle des armes. Il avait aussi été impliqué dans certains scandales qui semblaient confirmer les pires soupçons des gens sur le carriérisme des politiciens sur ces trois sujets. Glickman s'est retrouvé la cible du mouvement naissant de Wichita. Le soir de l'élection de 1994, les quartiers ouvriers du sud de Wichita élurent le républicain conservateur Todd Tiahrt. En évoquant aujourd'hui cette période, Glickman fait montre de la même ironie que Dwight Sutherland.
Au moment où il perdait sa base électorale, le candidat démocrate cherchait à gagner ce qu'il appelle le vote élitiste, c'est-à-dire les quartiers républicains les plus aisés du sud-est de Wichita. Le renversement était total, le démocrate ne pouvait plus compter que sur le soutien des professions libérales qui n'avaient guère apprécié l'ère de grâce et ses retombées. La campagne électorale de 1994 ne fut pas sans rappeler le populisme originel. Tayyart ne bénéficia guère du soutien de la télévision ni de l'aide financière des classes les plus fortunées de la ville. Mais assez rapidement, la brèche devait se refermer entre Tayyart et ses administrés. Fortunés, entre guillemets. Et aujourd'hui, le congressiste peut diffuser sur les antennes autant de publicité qu'il le souhaite. Les puissances économiques de Wichita ne semblent guère se soucier des discours intégristes ou des accointances avec Operation Rescue d'un politicien si ce dernier les aide à combattre leur grand ennemi, l'administration. Après tout, comme le disait bien Kay O'Connor, les gens haut placés savent très bien ce qu'il faut faire pour conserver leur place. Et en un instant, ils peuvent passer sur la piété suave de la foule des nouveaux républicains ou sur les conservateurs sociaux qui chantent les louanges de Jésus mais votent pour César. De son côté, Dwight Sutherland sait fort bien que le ravin peut être comblé. Il suffit de regarder comment Mission Hills a finalement voté pour le Born Again George W. Bush et le travail de terrain quotidien de Jack Cashill au sein de l'élite du pouvoir. Laisse à penser qu'il le sait également. De leur côté, les modérés ne confieront sans doute jamais les clés de Leewood à Tim Golba, et ils n'accueilleront certainement jamais John Altvogt, ce marat de la révolution du Kansas, dans le plus fin restaurant de Corporate Woods. Mais, quoi qu'il arrive, ils accepteront avec joie les gratitudes, les réductions d'impôts, les déréglementations et le petit coup de main des conservateurs pour régler l'irritante question du syndicalisme. Et voici la fin du chapitre. Le prochain chapitre, c'est le chapitre 9, le Kansas saigne pour vos péchés.